Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Pour ce 98e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Vive, fondatrice des Burnet. Ce nouvel épisode fait beaucoup de bien. Il fait du bien par la sincérité d'Anne-Sophie qui nous explique en toute authenticité son burn-out et comment elle accompagne aujourd'hui, grâce à une communauté engagée et une association, celles qui en font un. On revient sur sa vie d'avant, celle de notaire bourreau de travail, de la pression de la société, de la puissance de son effondrement du 15 février 2017, de sa reconstruction, de l'association et de l'importance de l'accompagnement. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai été très ému et j'ai énormément appris. Alors j'espère que cet épisode et ce témoignage puissent aider au moins une personne à aller mieux. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. De rien, ça me fait plaisir de te recevoir à la maison des Burnet. Ben oui, très bien reçu ici, très contente de découvrir ce lieu. Et bien avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Anne-Sophie Vive, je suis directrice de l'association Elburn et j'ai créé la communauté des Burnet, une communauté d'entraide entre femmes en burn-out, qu'ils soient professionnelles ou personnelles. Et on va revenir sur tout ça. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Quand j'étais petite, alors j'ai voulu faire beaucoup de choses à base d'aventures, d'espions, tu vois, tout un tas de professions complètement irréalistes. Donc oui, à un moment donné, ouais, médecin aussi, tu vois, médecin. Puis Okay. le dessin aussi, c'était assez quelque chose d'assez marquant dans mon enfance. Ok. Mais tu vois, j'étais d'une famille où tout ce qui était artistique et tout ça, c'était plutôt un violon d'ingre et pas une profession. Donc voilà, le travail dans ma famille, c'était plutôt quelque chose où voilà, il faut que ce soit socialement, financièrement reconnu. Et après, on a les hobbies. Donc c'était de toute façon pas une option pour moi. Ok, donc direct, ça a été du travail rapidement. Et tu as fait des études pour devenir notaire ? C'est ça, un peu par hasard, je me suis retrouvée en droit parce que voilà, dans ma famille, c'est soit on fait médecine, soit droit. Ok. Donc j'ai pris l'option 2. Mhm. Et voilà, j'ai passé mes années parce que c'était pas extrêmement compliqué le droit. Et puis c'était sur dossier qu'on était pris en master 2, en master de droit notarial. Mhm. Et donc mon dossier avait été pris. Mais en parallèle, j'avais postulé pour repartir en médecine. Donc, tu vois, ma vocation n'était pas non plus... était pas non plus... Mais voilà, à l'issue de stage, je m'étais dit, oui, le notariat, c'est peut-être ce qui me correspond le plus parce que j'aimais la vocation un peu sociale, expliquer le droit dans des moments importants de la vie, les acquisitions, les mariages, les divorces. Ouais. Voilà. Au final, je me suis retrouvée plutôt spécialisée en immobilier complexe, à faire des fusions-absorptions. Donc, j'étais loin de mes... Ah oui, du côté, on du va expliquer côté le droit social, à tout le monde. mais, Social, mais à un autre niveau, quoi. J'ai envie de dire pourquoi pas. Oui, Mais c'est ça. Oui, on faisait des logements sociaux, t'as raison. voilà. C'est ça. Peut-être plutôt pour de l'investissement, effectivement, mais C'est il y avait ça. quand même une... Et donc, oui, tu as fait Bordeaux-Montagne, c'est ça, au début des années 2000 à peu près ? En montagne, c'est Bordeaux 3, ça. C'est Montesquieu. Ah, pardon. Ouais, Oui, Montesquieu, my bad. Ouais, complètement. Ouais. Montesquieu, en face. Donc, t'as fait... Oui, t'as fait Montesquieu. Ça dure combien de temps des études pour être notaire ? Alors, tu as plusieurs cursus. Moi, j'ai Ouais. pris le basique, c'est-à-dire Master 1, Master 2, donc 5 ans. Et puis après, un DSN, donc 2 ans de plus. Ok. Où là, tu travailles à plein temps. Ouais. Et en plus, le soir, tu travailles pour tes examens et puis pour tous les cours que tu fais. Ok. En plus, donc c'était 2 années particulièrement intenses. Et puis après, il a fallu passer un mémoire. Ouais. Moi, ça ressemble presque plus à une thèse qu'à un mémoire. Donc, j'ai mis 2 ans à le faire. Et puis voilà, donc j'ai fait un mémoire sur un sujet qui intéresse personne mais qui m'a pris En plus, 2 c'est ans sur de travail. l'environnement ton mémoire, non ? Mais oui, Ouais, il il est est beau, hyper intéressant, ton amphithéotique. mémoire. Ouais,
les beaux amphithéotiques à partir pour les panneaux photovoltaïques. Voilà, je pense que je voulais juste choisir les mots compliqués du dictionnaire, tu vois, et je les ai tous mis pour faire un sujet. Mais voilà, j'ai eu le prix du mémoire. Écoute, ça m'a servi, tu vois. C'est une belle reconnaissance. Oui, c'était une reconnaissance. Aujourd'hui, je l'utilise pas trop. J'utilise pas trop ses compétences, mais bon, c'est pas grave. J'imagine. Et t'es parti aussi au début de ta carrière à l'étranger, c'est ça? T'es parti en Australie? Dis donc, tu sais tout. Oui. Je me renseigne un petit peu. Ouais. Donc, t'es parti là-bas. C'était ta première expérience ou c'était parce qu'il fallait partir pendant les études ou comment? Non, pas du tout. Alors justement, dans le DSN, quand j'ai dit que j'allais partir... Alors, le DSN, diplôme supérieur du notariat. Okay. Quand j'ai dit que justement j'allais partir en Australie, alors là ils étaient vraiment, ils n'avaient jamais eu ce cas de figure. Et donc ils m'ont demandé de venir quand même faire les cours toutes les semaines alors que j'étais en Australie. Bon, j'ai essayé d'expliquer que c'était quand même pas possible. Et c'était pas juste à côté quoi en fait. C'était pas juste à côté. Et donc voilà, donc en fait j'ai dû décaler, ça a été complexe, j'ai dû décaler en fait le début du diplôme supérieur de notariat pour faire le début de mon stage en Australie. Et j'ai trouvé l'un des uniques notaires en lien avec la France sur l'Australie. Et voilà, donc j'ai commencé là-bas avec un public notary. Et c'était passionnant parce que j'ai vu un autre système juridique. J'ai vu comment on fonctionnait dans le common law. Et ce qui m'a donné en fait une autre vision par rapport à notre système juridique français. Cool. Et voilà, ça m'a permis aussi de travailler sur les questions de droit comparé dans le cadre du Conseil supérieur du notariat. Ok. Parce qu'un notaire, tu peux préciser, alors tu as dit que ça accompagne à plusieurs moments de la vie, mais à quoi sert un notaire? Parce que par exemple, moi j'en ai jamais eu besoin pour le moment. T'en as jamais eu besoin? Donc là, tu vois, je me suis pas encore marié, j'ai pas encore acheté. Voilà, je t'ai donné plein d'informations là en peu de temps. Mais ouais, voilà, pour les personnes comme moi qui n'y connaissent rien, à quel moment le notaire intervient? Justement, tu vois, dans tous les moments importants de la vie où il y a besoin de contrat, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, je veux acheter une maison, il y a un moment donné, il faut que tu passes par un notaire. Il va te faire l'acte de transfert de propriété de l'un à l'autre et surtout sécuriser la transaction, en fait. Ouais. C'est-à-dire que il va vérifier que le propriétaire est bien propriétaire, que toi, tu vas bien avoir tous les droits pour pouvoir acquérir la maison. Et puis ensuite, mettre ça sur un registre, en fait, pour au service de publicité foncière, qui va constater que tu es le nouveau propriétaire. Voilà, ça, c'est pour l'immobilier. Ouais. Après, ça va être tout ce qui est succession au moment du décès d'une personne. Bien sûr, il faut transférer les biens. Donc, tout ce qui est lié à l'immobilier, en tout cas, ça passe par le notaire, en fait. Et donc, constater le fait que le défunt a tel héritier, on répartit comment. Voilà, ça sert à ça. Et puis aussi, en matière de divorce, quand il faut liquider une communauté, quand tu es marié, comment on répartit les biens entre les personnes. Voilà, donc le notaire, il intervient à plein de moments. Ça peut être aussi des donations, ça peut être aussi sur d'autres secteurs où là, ils n'ont pas le monopole, mais en droit des affaires pour des sociétés. Voilà, tout ce qui... c'est assez généraliste et c'est ça qui est intéressant aussi quand on fait du notariat, c'est qu'on touche à beaucoup de domaines, même si aujourd'hui, on est obligé de se spécialiser parce que la loi est devenue tellement complexe que voilà, on prend souvent, il y a des notaires spécialisés en droit de la famille, en immobilier. Mais souvent, on a du mal à tout faire, quoi. Ok, ouais, donc l'intérêt, c'est aussi effectivement d'accompagner des personnes au moment important de leur vie. Et ça, c'est assez chouette, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais en fait, tu te rends compte que les moments importants de la vie, c'est source aussi pas mal de conflits, de tensions, de problématiques d'argent. Voilà, ça, c'était des choses où je me sentais pas forcément à ma place non plus. Parce que tu sais, par exemple, dans un divorce, tu te bats pour la moindre cuillère en argent. Ouais. Pour les successions, tu es en train de régler tes problèmes de DIP. Enfin, tu vois, t'as toujours, en fait, t'as des beaux moments, mais t'as aussi des moments difficiles et conflictuels. Et dès qu'il y a des notions d'argent, ce que va traiter le notaire, tu peux avoir pas mal de tensions aussi, quoi. Ouais, j'imagine, ça ne doit pas être toujours très simple en fait. Non, c'est pas toujours très simple. Mais bon, voilà, il faut être doué de psychologie aussi parfois. Ouais, effectivement. J'avais vu aussi, alors ça n'a rien à voir, mais je trouvais ça intéressant que tu avais été conseillère municipale à Mimizan. Oh, mais comment tu sais pourquoi ça? Comment tu sais? Je trouve mes infos et si elles sont publiques, c'est que tu as dû les dire à un moment donné. Mais je trouve ça intéressant aussi parce qu'on va venir petit à petit, tu l'as dit dans la présentation, bon, alors, on va parler burn-out juste après, mais
parce que ça ajoute quelque chose aussi dans ton temps libre qu'au final, tu n'avais peut-être pas. Bon, j'ai déjà lu, donc j'ai déjà plein d'informations en tête. Mais pourquoi tu as voulu être conseiller municipal aussi pour t'investir dans la ville? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous dire ça aussi? J'adore voir ta tête en mode. Mais il allait chercher des trucs. Mais où est-ce qu'il a trouvé ça? Alors, conseillère municipale, je crois que j'étais la plus jeune conseillère municipale de France, je pense. Enfin, je ne veux pas dire, il y a peut-être quelqu'un qui va dire non, c'était moi. Ouais. Mais j'avais juste 18 ans en fait. Ah ouais, ouais, j'avais juste 18 ans. Ah ouais, et en fait, dans mon cursus, j'ai fait une année d'errance un peu où je voulais partir sur Sciences Po. Ah, yes. Et j'ai toujours eu cette conscience politique, cette conscience d'intérêt général. Et voilà, pour moi, je trouvais que c'était vraiment une expérience intéressante. J'avais fait pas mal de quelques actions associatives. Ouais. Et voilà, j'ai toujours été attirée en tout cas par voilà, l'intérêt public, l'intérêt général. Et donc voilà, c'était une chouette expérience. Ouais. Même si, voilà, quand tu es jeune, je crois que je serais beaucoup plus efficace aujourd'hui en tant que conseillère municipale que quand j'avais 18 ans, plein d'idéaux, mais aucune expérience pratique. Hein. Ouais. Et voilà, quand t'es pas adjoint aussi, parce que j'étais pas adjointe, t'as pas la liberté de parole non plus que t'as quand t'es juste conseillère municipale. Donc un peu de frustration si j'aurais aimé aller plus loin. Ouais, t'es quand même resté 7 ans, ouais, 7 ans, ouais, donc quand même pas 7 ans, ouais. Ok, cool. Moi, effectivement, c'était un petit peu plus tôt. Ok, alors, et donc notaire, on est notaire stagiaire, après assistante, c'est ça? Et comment ça grimpe petit à petit là aussi? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les échelons? Ouais, alors j'aime bien les termes qui sont utilisés. Enfin, c'est ironique, hein, parce qu'en fait, tu as toujours l'impression d'être secrétaire en fait, quand tu as juste 7 ans d'études. Et en fait, d'ailleurs, on m'a fait comprendre pendant longtemps que non, il fallait qu'on s'appelle clerc et pas notaire, alors que clerc, c'est pas du tout le même diplôme en fait. Ok. Voilà, c'est comme si on dit, c'est pas la bonne comparaison, mais tu es médecin, mais on va t'appeler infirmière. Enfin, alors parce que on dit que clerc, c'est celui qui rédige. Mais bon, c'est pas le même diplôme. Donc en termes de reconnaissance, tu vois déjà, c'est toujours compliqué. Ouais. Donc en fait, au début, tu es notaire stagiaire quand tu es dans le cadre du diplôme supérieur du notariat pendant 2 ans. Et après, tu deviens notaire assistant. Et c'est vrai que je me souviens quand j'étais partie de Paris et que je suis rentrée dans la région, je me suis retrouvée à Pôle emploi juste le temps du transfert et on m'a dit mais vous êtes notaire assistant, secrétaire juridique, c'est ce qu'il vous faut quoi. J'étais ouais non mais en fait je peux faire plus en fait, mais c'est le terme qui est comme ça. Donc voilà, donc c'est notaire assistant et puis après ils ont créé tout ce qui était notaire salarié aussi. Et le notaire salarié fait le même travail qu'un notaire associé. Sauf que lui, il est salarié, il n'a pas la charge. C'est pas les mêmes niveaux de rémunération non plus à la fin. Voilà. Ouais. Donc voilà, et puis l'Eldorado, c'est quand tu deviens associé où là, tu rachètes une charge en fait. Et donc, il y a un nombre limité d'offices et puis tu rachètes ta charge chère, mais... Et là, tu es chef d'entreprise aussi. Ok. Tu as été associé Non, j'ai pas été associé. Sur la fin, c'était un peu en question, justement. Ok. Mais le burn-out a fait son œuvre avant. Justement, on va y arriver. Donc, je te parlais tout à l'heure du 15 février 2017, effectivement. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu te sens avant tout ça? Avant le 15 février 2017 Ouais. Alors, le 15 février 2017, tu l'as dit, c'était le jour de mon effondrement, de mon burn-out, du jour de l'avant et de l'après. Ça semblait très soudain et en fait, ça faisait des années que j'étais en train de creuser le lit de mon burn-out. Donc, j'étais quelqu'un qui travaillait quand même beaucoup, qui donnait beaucoup, qui avait un peu conscience du travail bien fait et puis... Voilà, même si c'était pas ma passion, le notariat, quand je me donne dans un boulot, je me donne à fond parce que je suis intéressée, parce que ça me dérange pas de travailler, tout ça. Voilà, j'ai toujours plutôt beaucoup travaillé. Il y avait une forme de désorganisation aussi dans l'étude où je travaillais, où je savais pas à quelle sauce j'allais être mangée le matin quand j'arrivais. Est-ce qu'il fallait que je parte en rendez-vous à l'opposé du département? Est-ce que j'allais avoir le temps de faire mes actes?
Parfois, ça m'arrivait, on me disait, bon, les clients sont dans la salle d'attente, il faut rédiger l'acte de vente. Tu sais, un acte, ça peut être 150 pages avec des annexes. Tu vois, donc toujours dans l'improvisation. Mais en fait, j'aimais bien ça parce que, tu vois, c'était quand même pas un métier super fun, le notariat sur le papier. Et voilà, je voyais ça un peu comme super notaire. Tu vois, tu sauves l'acquéreur. Et puis voilà. Et puis le stress pour moi était plutôt positif et me donnait de l'énergie, me faisait travailler efficacement. Ouais, okay. Ouais. Et donc j'utilisais cette ressource, tu vois, de l'improvisation pour travailler efficacement. Voilà. Donc tu vois, il y avait parfois, oui, je finissais tard, mais c'était surtout l'intensité en fait qui était où tu es tout le temps sollicité. Ils avaient eu la bonne idée aussi de donner notre ligne directe aux clients, donc tu essayes de rédiger quelque chose et puis en fait tu es coupé toutes les 5 minutes. Tu as une sorte aussi, dans certaines études, tu peux le voir, de compétition entre clercs sur qui prend quel dossier. Tu es un peu interdépendant entre services, donc il y a beaucoup de renvois de balles. Tu vois, tu n'as pas trop de solidarité en tout cas. Ouais. Voilà, donc j'étais un peu dans ce contexte-là. Après, tant que j'avais pas d'enfants et tout ça, je tenais le rythme. Même si j'étais fatiguée, je tenais le rythme. Et puis, j'ai eu la bonne idée d'avoir mon premier enfant. Et puis là, en quelle année en 2000, du coup, je suis tombée enceinte en 2012, donc 2013, il est arrivé. Et là, en fait, pour certaines femmes, c'est les plus beaux mois de leur vie, tu vois. La grossesse, pour moi, c'était juste une sorte de gastro de 9 mois. Okay. Donc voilà, donc je pouvais pas dire que c'était vraiment un plaisir. Mais par contre, on attend de toi que tu sois toujours efficace. Je me suis entendue dire que la grossesse, c'était pas une maladie, que c'était choisi. Ça, c'était par mon obstétricienne, d'ailleurs. Qu'il n'y avait pas d'arrêt de complaisance. Enfin voilà, tu vois, donc même si tu vomis, même si tu as 8 de tension, même si tu as tous les aléas de la grossesse, tu vois, tu continues et tu essayes de faire comme si tout allait bien, quoi. Donc une certaine pression de la société, ou en tout cas avis de la société, comme quoi en fait t'es pas bien, mais bon c'est comme ça en fait. Ouais, c'est comme ça, tu prends sur toi, c'est normal, c'est une grossesse, quoi. Et puis, même les filles, tu vois, je trouve qu'elles sont assez dures entre elles. Il y a eu un défilé de superwoman, tu vois, qui me disaient « Oh, mais moi, jusqu'à la fin, moi, j'ai travaillé jusqu'à la fin, je portais des bûches, je faisais ça, tu vois. » Et toi, du coup, quand t'es pas bien, en fait, tu te dis « Ah ouais, mais non, mais en fait, faut arrêter de m'écouter, là, il faut que je continue. » Donc voilà, donc j'ai passé cette grossesse, tu vois, où je tirais un peu sur la corde et puis mon rythme de travail était toujours très intense. Et l'accouchement, c'est pas forcément bien passé. Donc j'ai eu pas mal de séquelles et tout. Et je me souviens, j'ai repris le travail à 2 mois et 15 jours parce qu'en plus j'ai accouché après le terme. Et je marchais à peine en fait, tu vois. Je marchais à peine et j'arrivais pas à m'asseoir. Enfin, c'était un calvaire, tu vois, d'aller rebosser. Ah ouais. Et c'est extrêmement juste 2 mois et 15 jours, c'est très peu. Tu laisses ton bébé, c'est vraiment un nourrisson, quoi. Et bien sûr, à 2 mois et demi, tes enfants, ils dorment pas, quoi. Donc en fait, c'est tant de congés maternité qui sont extrêmement courts, pour les hommes comme pour les femmes, parce que quand tu as ton conjoint qui repart, t'es « Ah mais non, me laisse pas toute seule. je peux pas toute seule. » Et donc voilà, tout le monde reprend dans des conditions vraiment pas idéales, quoi. Et donc t'as beau dormir, tu vois, 2 fois 2 heures dans la nuit, le matin, il faut que tu sois hyper performante. Quand rendez-vous avec les clients, tu percutes. C'est un métier très intellectuel, très exigeant intellectuellement, donc tu peux pas te permettre de... d'être des petits moments d'absence, des moments d'absence et tout ça. Il faut vraiment être très agile intellectuellement. Donc voilà, beaucoup de pression qui montait, tu vois. Et puis tu essayes de compenser, quoi, parce que comme tu es un peu moins efficace, tu essayes de grignoter sur tes pauses de midi, tu manges moins, tu manges pas, ou tu manges devant ton ordi. Le soir, il faut aller le chercher chez la nounou, donc tu pars en catastrophe parce que t'as pas eu le temps de finir, donc tu finis le soir.
Sur la route, tu roules comme une folle parce que tu es en retard, tu t'excuses parce que tu étais arrivé en retard, tu t'excuses le matin parce que tu arrives en retard, ton bébé pleurait et tu n'arrivais pas à l'habiller. Enfin, voilà, c'est une course contre la montre. Tu vois, j'ai trouvé un nouvel équilibre là qui était assez complexe à avoir. Et là, je sentais vraiment que j'étais fatiguée et je me souviens même avoir eu cette réflexion de on va faire le deuxième enfant, comme ça je pourrais me reposer pendant le congé maternité. Déjà, tu te dis, j'étais complètement à la rue. Je raisonnais plus normalement, tu vois, je rêvais d'avoir des vacances, quoi. Je rêvais d'avoir des vacances, de dormir, c'était... et là, rebelote, grossesse extrêmement fatigante, où j'étais complètement anémiée, j'étais vraiment mal, mais pareil, tu vois, je m'arrêtais pas forcément. Alors si j'ai eu quelques semaines d'arrêt où vraiment, là, j'arrivais même plus à réfléchir et tout. Mais j'ai continué, sauf que là, j'ai commencé... j'avais demandé un 80% à ce moment-là, tu vois, je m'étais quand même dit, non, tu vas pas y arriver. Et sauf que ça, c'était un peu le piège. Il pensait être sympa avec moi, mais d'ailleurs, je l'aimais beaucoup, hein, le notaire avec qui je travaillais, en me disant, mais on va pas réduire... le salaire parce que de toute façon je sais très bien que vous allez les compenser sur les autres jours et tout ça, donc en fait c'était plutôt une réorganisation du travail qu'un vrai 80% quoi. Tu continues de faire ton 100% mais en moins de temps peut-être ça c'était une très mauvaise idée mauvaise idée parce que du coup mes 4 jours qui en étaient 5 en fait sont devenus juste l'enfer. Où là t'as plus de pause en fait, t'as plus de pause du tout dans ta vie quoi. Tu fais du coup t'as même plus de moments avec tes collègues, tu vois, ces pauses qui sont hyper constructives aussi, où il y a plein de solidarité qui se crée, où t'as des échanges et tout ça. Non, tu t'enfermes dans ton bureau, celui qui te pose des questions, tu grognes parce qu'il va te faire perdre du temps. Enfin tu vois, une lutte contre la montre en fait. Et puis le mercredi, je sais pas qui m'a dit ça l'autre jour, le mercredi, tu sais, M-E-R-E, credi. En fait, tu es censé être femme au foyer, mais femme au foyer de 5 jours sur une journée en fait. Donc ta journée du mercredi, c'est juste rendez-vous chez le médecin, pédiatre, les activités, les formalités, tout ça, le ménage et tout. Et donc tu es censé faire une semaine de tâches ménagère sur une journée. Donc en fait, c'est pas du tout reposant, quoi. C'est pas du tout un moment pour toi. Et donc voilà, j'étais un peu dans cette spirale. En fait, je pense que ça m'a pas aidé en fait. Ça m'a pas aidé. Donc si on fait un 80%, faut vraiment repenser la charge de travail. En fait, sinon c'est contre-productif. Faut vraiment réduire sa charge de travail. Si on réduit le temps, on réduit la charge. Exactement. Et puis en plus, ma collègue directe partait en congé maternité et ils avaient eu la bonne idée de ne pas la remplacer parce que c'est bon, on peut prendre la charge de travail sur 3 mois, sauf que y a des aléas aussi et elle n'a pas pu reprendre de suite. Et puis, de toute façon, quand tu as déjà des services qui sont surchargés, de récupérer tout le travail de l'autre, ça va juste précipiter l'épuisement des autres. Et puis, en plus, et moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi, c'est-à-dire que quand tu n'es pas remplacé, tu reviens, tout le monde te déteste parce qu'ils ont dû gérer tes dossiers, tous tes dossiers, les clients te détestent parce qu'on n'y a pas touché pendant 3 mois. Et donc tu arrives, je peux te dire, tu es vite remis dans le bain, quoi. Tu reviens dans la tempête. C'est ça, tu reviens dans la tempête et tu as envie juste de démissionner direct, quoi. Et puis il y avait cette idée aussi où justement j'avais commencé à parler avec mon employeur, peut-être d'être associé, tout ça. Donc, il y avait cette question il fallait que je prouve que j'étais encore valable, que que c'était pas parce que j'étais mère que je pouvais pas travailler comme je travaillais avant. Donc, une auto-pression aussi de montrer que j'étais toujours aussi performante et que, voilà, il fallait que je prouve. J'avais l'impression de devoir prouver plus, en fait. Ouais. T'as une pression de toutes parts en fait. C'est ça, parce que tu l'as dit au début de la famille, comme tu disais, il n'y a que 2 voies qui peuvent exister, en tout cas un métier qui rémunère et qui est socialement, de patrons, des gens qui bossent avec toi, pression sans fin quoi en fait. C'est ça, sans fin, si, mais... Pression de nos sociétés, pression sociale, pression familiale, plein de choses, tu vois, qui font que tu es un bon petit soldat et que tu te mets dans les normes et que tu t'écoutes plus en fait à un moment donné. Et pourtant, j'avais plein de signaux, tu vois, qui commençaient, des gros warnings qui commençaient à devoir m'alerter, mais qui ne m'ont pas du tout alerté, en fait. C'était quoi ces warnings ?
En fait, la problématique en matière de burn-out, c'est souvent des problématiques physiques que tu n'associes pas forcément à un burn-out. Tu vois, je commençais à perdre mes cheveux, je commençais à moins bien voir, à attraper tout ce qui passait. J'étais tout le temps enrhumée. Je me souviens à un moment, j'avais des orgelés, j'avais une boursite totale, enfin tout un tas de trucs. J'étais un vrai trou pour la sécu. C'était réel en plus, hein, tout ce que j'avais, c'était soigné et tout ça. Et j'avais vraiment des choses, tu vois, j'avais des ulcères aussi, en tout cas des grosses gastrites au niveau de l'estomac. Tu vois, plein de choses que je traitais. T'en as eu, quoi, ouais. Ouais, c'est ton corps en fait qui est en train de te dire warning, warning. Ouais. Et puis en fait, toi, tu dis ah non mais vraiment j'ai pas de peau quoi. Ça tombe sur moi. Ça quoi, tombe merde, sur moi et tout. Et mais à côté de ça, tu commences à dormir de moins en moins bien. Le boulot, j'y pensais le soir, j'y pensais le matin, puis j'ai commencé à y penser la nuit. La nuit, j'étais super productive, j'étais en train de résoudre tous mes problèmes de dossier. Je me disais, ah, j'ai pas envoyé ça, il faut que j'envoie ça, que je pense à ça et tout ça. Donc tu dors de plus en plus mal en plus, tu vois. Tu dors de plus en plus mal, donc tu récupères de moins en moins. Et dès que tu te lèves, en fait, tu es fatigué. Ouais. Et tu commences le lundi et tu espères le samedi. Tu commences le lundi, tu penses aux vacances prochaines. Tu vois, tu es tout le temps dans l'espoir de te reposer en fait. Et les vacances, voilà, c'était il te faut au moins 15 jours où tu dors, 15 jours où tu décroches. Et puis rebelote, tu pars au travail et au bout de 2-3 jours, tu es déjà fatigué. Donc tu vois, cette non-récupération aussi, c'est quelque chose que j'ai compensé en prenant des vitamines, en prenant 3 cafés le matin, en prenant des somnifères pour dormir la nuit. Tu vois, tu luttes contre ton cycle qui fonctionne plus en fait. La totale. Tu compenses pour être plus en forme et tu compenses pour dormir mieux. Tu compenses tout ce que ton corps devrait faire naturellement. Exactement. Ouais. Et puis pour pouvoir tenir, quoi. Pour pouvoir tenir, être toujours aussi performante au travail, être toujours une mère dévouée, une femme aimante, une copine toujours présente. Enfin, tu vois, on attend de toi aussi socialement que tu performes sur tous ces domaines-là, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc petit à petit, j'ai l'impression de me détériorer. T'en parles autour de toi? Non, parce que je m'en rends pas vraiment compte non plus, tu vois. On me prend un peu pour une hypocondriaque même, et puis je m'arrête pas en fait. Je m'arrête pas, donc je tiens. Je commence à avoir des changements de comportement aussi, c'est-à-dire que moi qui étais super joviale et tout ça, je peux devenir irritable ou j'ai une sorte d'hyper-émotivité, je peux pleurer pour un rien, je regarde une émission, je pleure, enfin, on me dit un truc de travers, je le prends hyper mal, c'est la catastrophe. Et puis à côté de ça, je commence à faire des erreurs, tu vois, et ça commence à être compliqué parce que donc la reconnaissance que j'avais avant, parce que j'étais plutôt reconnue dans mon métier, la reconnaissance que j'avais avant, elle s'effrite parce que je commence à faire des erreurs, parce que je mets 10 fois pour relire une phrase, un mail me prend une demi-heure alors que ça me prenait 2 minutes avant, et je sens que voilà, je lutte contre mon cerveau en fait. Et pour compenser ça, je vais travailler plus longtemps en fait. Je vais travailler plus longtemps et donc je travaille plus longtemps, donc je dors moins bien, donc je suis encore plus fatiguée, donc c'est vraiment un cercle vicieux. Et puis je commence à avoir des problématiques de sciatique qui là vraiment m'handicapent. Ça, je crois que c'était même pendant ma grossesse, oui, parce que pendant ma grossesse, j'ai fini en béquille en fait, où j'avais les 2 jambes paralysées. Et je venais quand même au boulot en béquille parce que mes doigts fonctionnaient, mon cerveau fonctionnait, donc je pouvais encore bosser. Ah ouais, t'as vraiment tiré au bout du bout, quoi. Ouais, et c'est ça. Et là, tu vois, je me dis, mais t'es dingue, mais pourquoi t'as fait ça? Mais jamais, mais moi, il y aurait une copine qui me raconterait ça. Je dis, mais arrête, démissionne ou on va dire que... Et en fait, non, t'es plus capable de raisonner, en fait. À un moment donné, quand tu vas trop loin, t'es plus capable de t'aider. Le moins de changement, en fait, c'est extrêmement compliqué pour moi. J'avais cette sensation, je dis souvent, d'être dans un train à 300 km/h, tu vois, et les freins marchent plus, je vois le mur qui arrive, j'ai tous mes dossiers, mes enfants, mon mari, tout ça dans les wagons, tout le monde me dit de sauter et en fait, je peux pas, quoi. Je peux pas tout laisser et je vais juste me prendre le mur, en fait, et je le sais que je vais me prendre le mur. Mais je peux rien y faire. Jusqu'au moment, j'ai commencé à avoir des problématiques
Ah, t'as la sonnerie. On a dit qu'on était vraiment dans les locaux, donc voilà, la preuve. c'est ça, il y a du monde. J'ai commencé à avoir, tu vois, quand j'avais des pics de stress, des grosses douleurs thoraciques là, qui m'ont commencé à m'inquiéter, où j'avais mal dans la main et tout, j'avais mal dans la poitrine. J'ai commencé à aller voir un cardiologue, faire des tests et tout ça, et c'est vrai que j'avais le rythme qui commençait à être... qui commençait à pas être normal, en tout cas quand j'avais des montées de stress en fait. Et puis mon stress, tu vois, qui était avant me rendait performante, là il devenait complètement, il me bloquait complètement en fait. Et dès que j'étais face à un stress, je perdais tous mes moyens, alors que jusqu'avant ça avait été un moteur exceptionnel pour moi. Donc je pouvais plus utiliser cette ressource, sauf que je montais en stress extrêmement vite en fait. La moindre chose, tu vois, me stressait. Et donc, j'étais dans ce train à 300 km/h et en fait, il y a un moment donné où tu te dis, mais de façon vraiment... Enfin voilà, avec fatalisme en fait, j'ai juste envie de dormir, j'ai envie qu'on me foute la paix, quoi. Et donc, en fait, tu te dis, je me vois encore au volant à me dire, si je tourne le volant, je vais dormir, quoi. C'est pas avoir envie de mourir, tu vois, c'est plutôt... qu'on me foute la paix, je veux juste dormir, quoi. Je veux ce truc magique, la baguette magique, quoi, de la mort, quoi. Et voilà, et tu vois, heureusement que je suis pas passée à l'acte, ou parce que quelques mois après, je me serais dit c'était n'importe quoi, et j'ai jamais eu de pensée complètement déprimée, dépressive. C'était, je voulais dormir, je voulais qu'on me foute la paix, quoi. Je voulais arrêter d'être sollicitée, j'avais envie d'être dans une grotte. Sans bruit, sans rien, sans sollicitation, sans obligation, et qu'on me fiche la paix, quoi. Ok. Donc voilà. Costaud, merci pour ce partage. Et donc comment ça arrive, parce que j'ai parlé du 15 février, mais comment ça se passe est-ce que c'est le moment où on détecte le burn-out, c'est le moment où on appuie sur le bouton arrêt du corps? Alors, on n'est pas obligé de vivre la phase d'effondrement, tu vois, il y a plusieurs étapes dans un burn-out. Moi, je l'ai vécu, et quand on la vit, bien souvent, on a une date, tu vois, il y a l'avant, l'après. Parce que c'est extrêmement violent, en fait. Et parce que tu as cette sensation, en tout cas pour moi, j'avais cette sensation de passer de superwoman qui gérait tout à 100 à l'heure et tout, à une mamie de 95 ans, Alzheimer et tout, quoi. C'est assez violent, tu vois. Tu connais pas ce corps, tu connais pas cette façon de fonctionner. En fait, pour moi, ça a été suite à un diagnostic plus grave que les autres, encore un problème de santé. À ce moment-là, j'ai pleuré beaucoup chez le médecin et tout. Et en fait, j'avais un rendez-vous, je me souviens, important le matin, un dossier que j'avais travaillé depuis plusieurs semaines, assez important. Et en fait, je me suis pas réveillée, tu vois. Donc, je vois le réveil, il était 10h, j'étais montée de stress, j'étais mais qu'est-ce que je vais expliquer, tu vois. Et puis, tu commences à mentir en plus pour essayer de compenser et tout ça. Donc, j'en étais pas à mon premier mensonge, je pense. Et là, j'étais, mais qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas, mon chien est mort. Enfin, tu vois, t'es vraiment dans le mensonge. Tu te dis, plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Et tu vois, j'étais comme ça. Mais en même temps, je me sentais très mal. Et j'ai essayé de mettre un pied par terre, tu vois, je me suis effondrée. Mais tu vois, comme si le poids de mon corps était... Enfin, comme si je faisais 100 kilos. Là, j'avais tout qui tournait. Donc, je me suis appuyée au mur et tout pour essayer de tenir debout. Et je me suis dit, mais tout le temps en train de réfléchir, tu vois, je faisais même pas attention à l'état dans lequel j'étais, à réfléchir, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, comment je vais rattraper le truc, comment je repousse le rendez-vous et tout ça. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, prends une douche pour essayer de te réveiller, je vais prendre des cafés, enfin, tu vois, dans ce truc de compensation. Tu repars dans la logique de, même si là, le message est plus qu'énorme, tu repars dans la logique de, non, je vais surmonter le truc, quoi. Exactement, tu luttes, quoi, tu luttes. Et puis, en fait, je passe devant ma glace et je regarde, j'avais les cheveux qui étaient déjà trempés, quoi. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai déjà les cheveux trempés, je suis déjà allée à la douche. Et en fait, il y avait mon fils. Alors déjà, je comprenais même pas pourquoi il était là, tu vois. Pour moi, il était en classe. Mon fils, il me regarde et il me dit, mais maman, c'est la 3e fois que tu te douches. Et en fait, là, j'étais, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, c'est fou. Tu vis dans une dimension parallèle, en fait. La perte de la mémoire immédiate. Alors, c'était pas une perte totale, mais en tout cas, une bonne altération. Tout d'un coup, en fait, tu es dans une irréalité totale parce que tu es dans une pièce, tu cherches des indices dans tes mains pour savoir qu'est-ce que tu fais là, quoi.
t'es projeté, en fait, tu vois, comme si t'étais télétransporté de pièce en pièce, et tu te dis, qu'est-ce que je fais là avec cette personne, tu vois, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et sauf que là, bah, en fait, c'était mon outil de travail qui était atteint. C'était mon cerveau comme si c'était une profession intellectuelle. Et là, bah, j'étais obligée de constater que là, c'était plus possible, en fait. C'était plus possible parce que je pouvais pas travailler dans ces conditions. Donc voilà, donc je suis allée chez le médecin, bien sûr. Non, je suis pas malade, mais c'est juste que alors là, comment ça va, tu vois, là, tu te mets à pleurer tout ce que tu peux et tout. Et donc elle m'a arrêté une semaine, elle m'a dit bah, vous reposez et tout, et puis moi j'étais oh là, une semaine, mais je vais me mettre dans ça va être la cata, je vais avoir tout à rattraper, faut vraiment que je récupère tout, je vais peut-être bosser cette semaine, enfin tu vois, t'es déjà en train de te stresser pour alors que vraiment, mais je sucrais les fraises quoi, j'étais vraiment dans un état pas possible. Et puis là, en fait, bah, je me rends compte, je dors, j'ai mon corps qui est extrêmement mou, tu vois, extrêmement, vraiment l'impression physiquement que aller du canapé à la douche, c'était mon objectif de la journée, quoi, tu vois, c'était monter les marches, je me souviens, enfin, tu vois, tout comme si j'avais pris 80 ans, quoi. Donc ce corps qui suit pas, c'est extrêmement frustrant. Et puis je dors, quoi. Je dors toute la journée. Je pourrais voilà, dormir comme ça non-stop. Mais en même temps, j'ai une sorte d'hyperactivité cérébrale, comme si j'étais dans une anxiété totale parce que je sais qu'il va falloir que je reprenne. Et donc à penser, à ruminer et tout ça. Donc en même temps, je suis à l'intérieur comme une pile électrique. Et à l'extérieur, je suis un légume, quoi. Donc c'est très très bizarre à vivre. Et puis donc j'essaye de reprendre, je reviens, mais une catastrophe. Je remets un pied dans mon bureau, je pleure tout ce que je peux et tout. Et là, bah, enfin, tu vois bah, mon patron qui me dit non mais là on va vous aider, on va vous donner quelqu'un et tout ça. Et là je lui dis mais c'est trop tard, je crois que je peux plus là, je peux plus. Et donc là, je suis tombée sur la remplaçante de mon médecin et qui a mis la première fois le mot burn-out. Et là, pour moi, ça a été une délivrance, en fait. Parce que c'est la première fois qu'on mettait le mot. Et j'avais l'impression que toutes les pièces du puzzle se rassemblaient. Et qu'enfin, je comprenais ce que j'avais vécu depuis des mois, en fait. Et que j'étais pas folle, quoi. Que j'avais quelque chose et que j'étais pas folle, que j'étais pas hypocondriaque, que j'étais pas... et donc voilà, et à partir de là où j'ai fini par accepter l'arrêt, parce qu'en fait tu l'acceptes pas quoi, de moi-même je lui disais non, je peux pas me faire arrêter, je peux pas, je dois y retourner et tout, je peux pas laisser mes collègues comme ça, je peux pas et donc voilà, donc elle m'a obligée à m'arrêter en fait, tu vois. Et je l'en remercie, même si sur le moment je l'ai pas bien pris. je la remercie. Et à partir de là, ouais, j'ai dormi pendant 6 mois, j'étais arrêtée 1 an. Et puis voilà, ça a été un long travail contre mon cerveau aussi, tu vois, qui marchait mal. Et d'une sorte, j'ai dû, tu vois, essayer de... J'étais en convalescence, quoi, tu vois, j'étais essayer de trouver par moi-même. Et c'est là où je me suis rendu compte que la prise en charge était extrêmement compliquée en France. En termes de reconnaissance, parce que même si on m'avait indiqué que j'avais fait un burn-out, après... on est revenu sur ça, certains médecins, à chaque fois, il fallait que je réexplique et tout ça. Il y a une grosse confusion aussi avec la dépression. Donc, sauf que moi, je me sentais pas du tout déprimée. En fait, j'avais juste envie de dormir et qu'on me fiche la paix, quoi. Et donc, voilà. Donc, ça a été un parcours du combattant en termes de prise en charge parce que j'avais pas les capacités physiques et cognitives pour m'aider moi-même. Et parce que je connaissais pas les acteurs, je connaissais pas... même les médecins ne savaient pas exactement de ce que c'était. Donc c'était il y a 5 ans, quoi. Et pourtant, c'était il y a 5 ans, tu vois. Alors, ça évolue. Mais voilà, les médecins n'ont pas forcément de formation, en tout cas, en termes de psychologie du travail. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un combat d'expliquer ce qu'on a, quoi. C'est clair. Tu m'étonnes. C'est ça. Et donc, oui, donc pendant, si tu te dis 6 mois, 1 an, à la fois, donc tu cherches pour... quel terme employer, te reconstruire, est-ce que c'est le terme ou pas Oui, bah, en tout cas, oui, c'est une vraie reconstruction parce que tu as perdu ton identité professionnelle. Tu sais plus ce que tu vaux, tu sais plus qui t'es, tu sais plus pas ce que t'aimes, tu sais pas... t'es complètement perdu, en fait. T'étais quelqu'un qui, avant, était plutôt reconnu, t'étais
en réussite. Et là, en fait, t'es plus rien, t'es discrédité. Même dans ton boulot, on comprend pas du tout. On dit que tu t'as lâché tout le monde, que tu vois, c'est extrêmement violent. T'as des maladies classe et des maladies moins classe, tu vois. Enfin, c'est horrible comme terme, mais je veux dire, j'avais honte de dire que j'avais fait un burn-out en fait. Et c'est vrai que je l'ai pas dit complètement à l'étude parce que ça affectait mes compétences professionnelles. Ça veut dire que j'avais pas tenu le rythme alors que les autres oui. Ça voulait dire, tu vois, il y avait cette honte. Je pense que j'aurais eu un problème physique. J'aurais eu beaucoup moins de mal à le dire. Et d'ailleurs, j'ai justifié mon arrêt au début en disant que oui, j'avais un problème physique et que je pouvais pas venir du coup. Mais j'avais honte de parler de santé mentale, j'avais honte de dire que j'avais pas tenu le coup, j'avais honte de montrer mes faiblesses et j'avais surtout peur qu'après ça me pose problème pour reprendre le travail et qu'on me fasse plus confiance, qu'on me licencie. Et voilà. Et c'est vrai que tu as une vraie stigmatisation des personnes qui ont fait un burn-out. Souvent, on ne prend pas le risque d'embaucher quelqu'un qui a fait un burn-out parce qu'on se dit elle va pas tenir le coup, elle va être en arrêt à la moindre chose, elle va vouloir faire respecter ses droits, machin. Donc, tu vois, c'est hyper dur sur le marché du travail, en fait. Et t'es revenu au boulot au bout d'un an? Ça a été un long processus parce que la personne avec qui je travaillais, que j'adorais, malheureusement, il est tombé gravement malade à ce moment-là. Il est tombé gravement malade à ce moment-là et donc j'ai dû j'ai dû parler de toutes ces problématiques avec ses associés avec qui je m'entendais pas du tout. Et ça a été extrêmement violent en fait parce que autant avec donc le notaire avec qui je travaillais, on avait vraiment une confiance, il savait ce qui se passait, il avait vu venir aussi d'une certaine façon et tout. Même lui aussi était vraiment dans un état de surcharge. Autant les autres, voilà, j'étais quelqu'un de lambda. Et donc, j'ai fait un premier rendez-vous avec eux parce que en fait, j'ai appris par des amis anciennes salariées que comme j'avais énormément du mal à envoyer la lettre de mon arrêt de travail, c'est-à-dire que le fait de mettre le nom de l'étude, d'avoir un lien avec l'étude, ça me mettait en anxiété totalement. Je ne pouvais pas aller dans la ville où j'avais travaillé. Je pouvais encore moins mettre un pied dans l'étude parce que j'avais développé énormément de stress post-traumatique, des anxiétés, des phobies et tout ça. Et donc, j'ai appris un jour une collègue qui m'a appelée sympa, qui m'a dit écoute, si tu n'as pas déposé ton arrêt ce soir, tu vas recevoir une lettre d'avertissement pour un licenciement en fait. Et j'avais trouvé ça hyper dur en fait d'utiliser cette faiblesse-là, alors que bon, j'avais peut-être, je les avais envoyés en plus les autres fois, mais j'avais peut-être parfois une journée de retard, voilà, le temps que j'arrive à les envoyer quoi. Puis en plus, comme j'avais pas de mémoire, donc j'avais pas la notion du temps, j'étais complètement perdue et tout. Et donc ça a été hyper dur. Ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allée un soir. J'ai vu du coup mon patron que j'appréciais. Je lui ai dit que voilà ce qu'il comptait faire et tout ça. Donc il m'a dit c'est hors de question et tout. Et donc je suis allée poser mon arrêt sur le bureau de la comptable sans que personne le voie. Et le lendemain, ayant vu qu'il y avait mon arrêt sur le bureau du comptable, ils ont compris qu'il y avait une top. Et à partir de là, ils ont insulté ma collègue parce qu'ils savaient que c'était elle et tout ça. Ouais, d'accord. Ah ouais, bonne ambiance. Sympa, bonne ambiance. Parce qu'elle avait vendu la mèche. Et donc là, j'ai pris sur moi. Je me souviens, j'ai retrouvé mes notes parce que comme je perdais la mémoire, donc je ne savais pas si j'allais arriver à dire toutes les choses. Et puis j'étais en anxiété de fou. Donc j'avais noté tout ce que je devais dire en fait. Et je rature partout. Enfin, j'ai retrouvé cette feuille que j'ai gardée. Et j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai appelée cette personne et je lui ai dit écoutez, vous en prenez pas à elle. Si vous vouliez me licencier, il faut me le dire tout de suite parce que voilà, on va en discuter, tout ça. Et donc, je fais ce rendez-vous et en fait, le notaire pour qui j'avais travaillé m'avait dit attention à ce que vous allez dire et tout, c'est pour pas que ce soit retenu contre vous. Faites attention. Voilà, en gros, parler de son burn-out, ça peut être... je peux me tirer une balle dans le pied, en fait. Et donc, voilà, elle me convoque et là, je lui parle des problématiques et tout ça, de
du poste, mais et puis elle me questionne beaucoup sur ma maternité en fait, sur ma maternité, sur le fait que ma fille dormait pas parce qu'elle le savait. Et donc je parle, tu vois, je parle en confiance et tout, tu vois, je me rends pas compte du truc. Des problèmes que j'ai eus suite à l'accouchement, tout ça. Donc, tu vois, bon, je me suis dit vraiment, c'est vraiment sympa et tout. Elle écoute et elle s'intéresse aussi à tout, quoi. Et on a convenu à la fin, bon, il voulait me licencier. Donc, je leur ai dit, écoutez, moi, je propose qu'on fasse une rupture conventionnelle. Elle me dit oui sur le papier, tout ça. Et puis, plusieurs mois après, toujours pas de nouvelles, pas de rupture conventionnelle et tout. Et puis, à la fin de l'été, je demande qu'est-ce qu'il en est. Et là, changement de stratégie. Écoutez, il n'a jamais été question d'une rupture conventionnelle. Nous, on veut que vous restiez. Si vous ne voulez pas rester, c'est de votre fait, donc vous démissionnez, quoi. Et là, sauf que moi, j'étais au fond du trou, tu vois. J'étais pas capable de démissionner. Et puis en plus, après, j'aurais pas eu mes droits et tout. Ça aurait été une catastrophe. Et donc, j'étais pas capable de partir en lutte et tout. Donc, je suis partie déposer ma lettre de démission. Et en fait, au moment où je rentrais dans l'étude, et alors là, vraiment coup du sort, je vois un appel. Et là, c'était la médecine du travail, tu vois. Je savais, c'était même pas la médecine du travail. Et puis, donc, elle me demande comment je vais et tout ça. Donc, c'était même pas prévu de m'avoir au téléphone. Ouais. Et je lui dis, ben voilà, justement, là, je suis devant l'étude, je vais démissionner. Et là, elle m'a dit, vous partez d'ici, vous venez me voir, vous arrêtez tout et tout. Et en effet, je suis repartie, quoi. Je suis repartie. Okay. Et puis là, donc, j'ai fait le topo avec la médecine du travail qui m'a fait partir sur une procédure d'inaptitude. Okay. Extrêmement compliqué, le terme inaptitude, parce que c'était encore... me redonner un coup, me dévaloriser encore. C'était moi qui étais inapte en fait. Ouais. Donc il y a eu tout un travail pour te faire comprendre que non, en fait, c'est ce poste qui convient pas aujourd'hui pour toi et pas toi qui es inapte à travailler. Là, la médecine du travail est allée voir l'employeur. L'employeur lui a dit que si je comptais faire ça, ils allaient me griller sur toute la place du notariat. Et c'est un petit milieu sur sur Bordeaux. Ouais. Et donc voilà, donc du coup, on a quand même fait l'inaptitude. Au début, ils n'ont pas voulu me licencier, donc il fallait qu'ils me payent après s'ils me licencient. Ouais. Il a fallu que je fasse intervenir l'inspection du travail. Enfin voilà, je me suis pas mal battue, quoi. Okay. Et dans ce contexte-là, mon employeur avec qui je travaillais, je l'ai tenu au courant de ce qui se passait en fait à l'étude et tout ça. Et il m'a dit, écoutez, moi je vais vous retrouver du travail. Je vais passer des coups de fil et je vais vous faire embaucher ailleurs et tout ça pour pas qu'il vous fasse ce coup-là d'essayer de vous empêcher de retravailler, quoi. Okay. Et donc, il a trouvé une étude, un ami à lui qui, du coup, connaissait le contexte et a accepté de me prendre. Okay. Et ce que j'ai trouvé génial, parce que il prenait un risque aussi. Donc, et sauf que il me proposait pour début d'année et j'étais absolument pas remise. Mais alors, pas du tout. J'étais encore on était en train de me prendre des rendez-vous pour faire de la stimulation transcrânienne parce que j'avais encore des gros problèmes de mémoire et tout. Ah ouais. Mais j'avais l'impression que si j'y allais pas, j'aurais pas de plan B, quoi. J'avais pas de plan B. Après, j'allais être grillée sur la place. Donc j'y suis quand même allée. C'était un CDD pour remplacer un congé maternité. Et ça a été hyper dur parce que dès que je commençais à rédiger un acte, je lisais 50 fois les lignes. J'avais envie de vomir dès que j'arrivais au paragraphe diagnostic. Donc j'avais vraiment développé une sorte de phobie du notariat. Ah ouais. Heureusement, j'avais des clercs qui travaillaient avec moi, donc elles ont été d'un appui super pour moi. Et un jour, en fait, le notaire m'a donné un acte d'immobilier complexe, assez complexe pour le coup à faire. Et je me suis dit, allez, vas-y Anso, tu donnes tout. J'y ai travaillé jour et nuit pour essayer de rendre un truc. Et vraiment, je me battais contre moi-même. C'était vraiment pour essayer de rendre un truc potable, quoi, comme j'avais pu le faire avant, quoi. Et puis je le rends avec du retard, donc c'était un peu dur ça. Et puis il me convoque, et je me suis dit, oh là là, je vais me faire taper sur les doigts et tout. Et en fait, il me dit, Anne-Sophie, je suis super contente de vous avoir pris, vous avez fait une perle,
C'est vraiment un super niveau et tout. Et là, mais ça m'a fait une sorte de switch. Je suis passée vraiment tu vois, sur mes capacités. Je pense que j'ai dû récupérer au moins 70%, je dirais, de mes capacités, même cognitives. Ok. Juste parce que j'avais repris confiance en moi, tu vois, cette simple parole-là avait eu un impact énorme en fait en termes de reconstruction. Et puis je me suis rendu compte que de fil en aiguille, j'ai eu plein de petites victoires et tout ça, jusqu'à ce qu'à la fin du CDD, il me propose un CDI. Et là, ma grande victoire, ça a été de dire merci, enfin voilà, merci franchement. Et pour moi, je me réconcilie avec moi-même. Mais là, c'est trop tard en fait. Et je quitte le notariat définitivement. Et je suis heureuse de vous dire que je refuse le CDI. Quoi. Et je l'ai remercié et j'ai plus remis le pied dans le notariat. Quoi. C'était fini. Énorme, bravo. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait après pour le coup et j'imagine petit à petit on arrive à l'association. Oui. Alors ce que j'ai fait après, pendant mon arrêt en fait, j'avais fait un bilan de compétences. Parce que je savais que le notariat, ça serait plus possible. De toute façon, j'avais trop de... c'était allé trop loin. J'étais d'ailleurs pas du tout alignée avec ce que je faisais. Et puis, voilà, j'avais un rejet physique même du notariat. J'étais en anxiété totale face à des actes, donc j'allais plus pouvoir exercer mon métier. Donc c'est extrêmement compliqué quand tu es ultra spécialisé. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, quoi ? Donc heureusement, je me suis pas réorientée au début parce que je serais partie vers juriste ou un truc, tu vois, en lien avec le notariat que j'aurais pu réexploiter. Alors qu'en fait, pour moi, c'était vraiment une erreur d'orientation et il fallait vraiment que je parte à 180 degrés. Et ça, j'ai pu le faire que parce que j'ai fait mon bilan de compétences plusieurs mois après le début, que j'ai pu réfléchir. Alors mon bilan de compétences c'était assez folklorique. La personne qui m'a accompagnée, c'est une personne qui a été très importante pour moi, que j'ai revue des années après. On s'est jeté dans les bras en lui disant j'ai réussi. Et en fait, voilà, pour elle, c'était vraiment, je partais vraiment sur toute autre chose. Parce qu'il y avait eu tous ces moments de honte que j'avais vécu, tous ces moments d'errance diagnostique, d'errance dans la prise en charge. J'avais vraiment une sorte de rage en fait, de me dire mais comment ça se fait qu'aujourd'hui on parle de burn-out et qu'il y ait aussi peu de prise en charge, ou en tout cas adapté, ou alors pourquoi on n'en parle pas comme je le vis en fait. Qu'est-ce qui fait cette dissonance en fait. Et donc j'ai monté une communauté d'entraide à ce moment-là sur les réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte que en en parlant, il y avait des copines qui avaient vécu la même chose et qu'on s'en était jamais parlé. Et que j'avais eu envie aussi de parler de mes difficultés à gérer mon rôle de mère, de femme, de travailleuse sans s'épuiser. Comment on fait aujourd'hui, tu vois, pour être ni frustrante en tant que mère, pour faire carrière quand même. Et tout ça, arriver à le gérer dans 24 heures, quoi, avec toutes les injonctions sociales qu'on peut avoir, toutes les inégalités professionnelles et intrafamiliales. Comment, avec toute cette charge mentale, on y arrive, quoi. Et si on n'y arrive pas, assumer qu'on n'y arrive pas et qu'on fasse moins, quoi. Et d'arrêter d'être dans un délire de performance, d'être parfaite dans tous les domaines, quoi. Tu fais un peu l'éloge de la non-performance et aller contre aussi toute cette rapidité de notre société d'ultra-communication, où il faut toujours montrer plus, faire plus et tout ça. Donc, tu vois, j'avais envie de parler de tous ces sujets-là. Pour en parler, comme je te disais, ça a été extrêmement compliqué. J'en ai pas parlé dans mon entourage proche, ni à ma famille, ni dans mon domaine professionnel. Ok, dans ton domaine pro aussi, ouais. Et donc, j'ai réussi à en parler qu'à travers une sorte de petit avatar que j'ai créé. Et donc que j'ai appelé Burnett parce que c'était un peu le surnom ironique que je m'étais donné de ce Calimero du notariat, tu vois, qui avait subi sa vie. Et donc en fait je me représentais dans des situations cocasses, tu vois, un peu ironiques de nos sociétés, tu vois, c'est plus des mises en avant de ces situations qui tu te dis mais pourquoi t'acceptes ça, pourquoi le monde est comme ça, enfin tu vois, c'était vraiment pour en rire aussi, tu vois, pour prendre un peu de recul sur ces sujets-là. Et donc voilà, donc j'ai commencé à dessiner cette Burnett et en fait j'avais pas dessiné depuis l'adolescence pratiquement.
Et pour moi, c'était une forme de remédiation cognitive aussi, tu vois. Au début, j'ai eu beaucoup de mal, le trait n'était pas assuré du tout. Donc même ça, je l'avais perdu. Et puis en fait, c'est des parties du cerveau qui devaient être moins lésées, en tout cas. Et voilà, c'était en tout cas plus simple pour moi de passer par le dessin que passer par l'écrit, que j'avais beaucoup utilisé dans le notariat ou la lecture. Tout ça, j'y arrivais pas du tout. Donc le dessin, ça a été un moyen d'expression et un moyen de communiquer. Et donc j'ai mis ces petites vignettes sur les réseaux sociaux et tout ça. Et puis la communauté a grandi. Et là, je me suis dit que ça pouvait être peut-être quelque chose à exploiter parce que j'étais pas la seule, quoi. Et j'aurais aimé savoir que j'avais pas été la seule. Oui, au moment où toi tu l'as vécu. C'est ça. Et quand tu dis elle grandit, c'est passé à combien de personnes à peu près ? Là, sur la région bordelaise, on est à peu près plus de 1000 personnes. Ouais. Ok. Donc après, sur les réseaux sociaux, on est à peu près 7000 personnes qui nous suivent. Mais sur la communauté avec des personnes en burn-out en ce moment, c'est ça. Et juste pour revenir sur le bilan de compétences, tu vois, donc je suis partie dans le bilan de compétences où je suis allée sur ce qui m'intéressait, moi, petite. C'était le dessin, la création, enfin tout ce qu'il n'y avait pas dans le notariat, tu vois. Et à la fin, la conclusion, c'était je veux monter une maison des burnettes, en fait. Une maison des burnettes. Et alors, elle en avait conclu projet irréaliste. Parce que bon, j'étais vraiment pas bien, hein. J'étais encore pendant mon arrêt et tout ça. Donc, en effet, franchement, quelqu'un m'aurait dit projet irréaliste, propose de partir sur une formation en hypnothérapie ou quelque chose comme ça, tu vois. Et donc voilà, quand je l'ai revu 2 ans après, j'ai dit ça y est, je l'ai fait, j'ai réussi. Chouette. Voilà, et donc et à partir de là, j'ai terminé le CDD et je me suis dit j'ai des droits au chomage, je vais utiliser ça pour monter un projet autour du burn-out et donner aussi cette vision genrée du burn-out parce que il y a eu très peu d'études en fait sur le burn-out des femmes, donc c'était aussi faire ça. Et donc de la communauté d'entraide, on a rencontré des chercheuses, des professionnels du burn-out, mais dans vraiment une démarche pluridisciplinaire avec neuropsychologues, psychologues du travail, médecins, avocates aussi, à la fois pour faire de la recherche, pour mettre le doigt aussi sur ce qui ne fonctionne pas en termes de prise en charge, en termes de réglementation, de loi, tu vois, pour éveiller un peu les consciences sur ces sujets-là. Clairement. Et pour créer des protocoles d'accompagnement qui répondent aux besoins des victimes, en fait. Donc, c'est un dispositif mix, à la fois de pair aidance. La pair aidance, c'est quand tu partages ton vécu expérientiel de la maladie, et en termes de santé mentale, c'est extrêmement riche pour sa reconstruction. Donc, de pair aidance et de professionnels dans une dimension pluridisciplinaire. Ok, trop cool. Et je voulais savoir, parce qu'on parle, alors tu l'as dit aussi, mais il y a plus de femmes qui font des burn-out. Est-ce que juste tu peux nous donner quelques données pour le coup, bon, ce vocabulaire très recherché, mais sur justement le burn-out concerne plus les femmes, mais à quel point ? Alors en fait, il y a des données différentes. Il y a assez peu de données, mais tu vois, Santé publique France, par exemple, données de l'ordre de 2 fois plus, parfois moins, de femmes. Et donc, c'est un peu l'enjeu de l'association, c'est de comprendre pourquoi. Alors, pas forcément d'un point de vue biologique, mais d'un point de vue sociétal, en fait. Okay. Et donc, voilà, on a des pistes de réflexion sur l'impact des inégalités professionnelles. Aussi, tu vois, de tout ce qui peut être sexisme ou violence dans le cadre du travail, mais aussi tout ce qui est inégalité intrafamiliale, où on sait que les tâches ménagères sont encore assurées à 73% par les femmes. On a beaucoup de familles monoparentales qui, à 85%, c'est des femmes qui gèrent les familles monoparentales. Donc voilà, ce cumul de charges, en fait, peut faire que la personne peut justement s'épuiser. Et c'est là où nous, parce que le burn-out, il y a une définition très axée sur le travail professionnel, en fait. Et nous, c'est vrai qu'on analyse la notion de travail comme une tâche occupationnelle dans le sens où pas forcément rémunérée, même si elle n'est pas reconnue socialement, même si c'est du travail domestique. Je pense qu'il faut pas le mettre de côté parce qu'il y a des burn-out
assez multifactoriel, notamment pour les femmes en fait. Ouais. Bien souvent, elles nous parlent de la difficulté conciliation vie privée, vie pro. Les hommes, c'est beaucoup plus axé sur le professionnel par contre. Mais c'est vrai qu'en préparant cette interview, j'ai vu que vraiment, pardon, tu parles de pro et de perso, quoi. Enfin, c'est vraiment, effectivement, depuis quelques années maintenant, ou quelques mois, on parle de burn-out et on l'imagine vraiment dans le milieu professionnel, mais pas que, quoi. Oui, tu vois, C'est on a vraiment fait ça. une étude auprès de un peu plus de 200 bénéficiaires. Il y en a plus de la moitié qui disent que c'est autant lié aux professionnels qu'au personnel, en fait. Voilà. Mais la problématique, c'est que comme on l'associe qu'aux professionnels, donc souvent on a des diagnostics, des sous-diagnostics ou des diagnostics de dépression quand il y a des éléments personnels qui sont évoqués par la personne, en fait. Okay. Et voilà, ce qui pose problème en termes de prise en charge, parce que c'est pas la même prise en charge pour une dépression et puis pour un burn-out. Ouais. Alors après, pour les hommes, souvent leur prise en charge, elle est bien plus tardive. C'est plus compliqué pour vous d'aller parler de burn-out parce qu'il y a aussi y a aussi ces aspects pression sociale aussi, de pression sociale, de virilité. Donc il y a aussi cette donnée, à mon avis, à prendre en compte. Ouais, complètement. Et alors, l'association fait quoi exactement aujourd'hui pour le coup ? Alors, l'association, elle intervient à plusieurs niveaux. Ouais. Elle intervient d'abord en prévention auprès des entreprises, là où ça se passe, parce qu'on éteint le feu, mais le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de feu du tout. Donc voilà, donc c'est sensibiliser les entreprises et puis prendre en charge éventuellement leurs salariés qui commenceraient à présenter des risques, parce que plus on le prend tôt, mieux c'est, et moins il y aura de temps de reconstruction. Donc voilà, donc faire de la sensibilisation, et puis ensuite, ça va être des prises en charge, donc pluridisciplinaires. Que ce soit du moment de l'effondrement à la remobilisation professionnelle. On est vraiment sur le long terme, l'accompagnement sur le long terme, parce que ça peut être long. Ouais. On a une moyenne entre à peu près 1 an d'arrêt, tu vois, sur nos bénéficiaires. Et donc, en fait, ça va d'abord être un dispositif d'écoute qui est assuré, qui est non médicalisé volontairement, assuré par des pairs aidantes qui sont formés à l'écoute. Pour justement le premier travail, c'est un peu ce que je t'ai raconté dans mon histoire, c'est de faire face au déni et à la personne qui ne veut pas s'arrêter en fait. Et donc on va l'aider, et justement en rentrant dans un dispositif de pair aidance, il va y avoir justement cette notion de comparaison avec l'expérience de l'autre qui va être miroir qui va aider aussi, miroir qui va lui permettre justement d'avoir confiance et de rentrer dans un protocole d'accompagnement. Donc voilà, il y a ça d'abord. Ensuite, si la personne n'a pas de diagnostic, elle voit des psychologues du travail, parce que comme ils viennent soit par les réseaux sociaux, mais parfois adressés par les médecins ou par les centres hospitaliers et tout ça. Donc la personne n'a pas forcément de diagnostic. Dans ce cas-là, on l'oriente vers des psychologues du travail, permanence gratuite. Et puis, s'il y a besoin d'un point de vue social ou juridique de sécuriser, on va le faire même assez rapidement parfois, parce que ça peut être des éléments qui vont empêcher la prise en charge. C'est-à-dire que souvent, elles disent je peux pas être en arrêt, sinon je vais être à la rue. Tu vois, elles ont pas forcément... elles ont des idées faussées parfois aussi de ce à quoi elles ont droit. Et donc, parfois, elles reprennent alors qu'elles ne devraient pas reprendre non plus. Donc, on les aide sur ça. Et après, elles vont pouvoir bénéficier. Là, on s'assure de la prise en charge. Et ensuite, elles vont pouvoir bénéficier d'ateliers. Les ateliers, ils sont répartis en fonction des stades de reconstruction. Donc, soit au début, où là, elles sont encore chez elles et qu'elles n'arrivent pas encore à mettre un pied devant l'autre. Donc là, on va préférer plutôt des dispositifs en visio ou sur la communauté d'entraide, où là, elles peuvent rester de chez elles et puis commencer à communiquer et avoir une vie sociale, si on peut dire. Mais ensuite, une fois qu'elles vont avoir un peu plus d'énergie, on va les inciter à venir. Et donc sur des ateliers qui vont être des ateliers de reconstruction. Donc ça peut être, tous les mois, on a une programmation, en fait. Ça peut être soit sur du travail sur du psychocorporel, sur de la psychoéducation, des activités qui peuvent les décentrer du travail ou faire travailler d'autres parties du cerveau aussi. Ça peut être des activités manuelles, du sport thérapeutique. On a aussi des bains de forêt, donc pour les faire sortir.
Voilà, c'est qu'elles se resocialisent, qu'elles pensent à autre chose que le travail, qu'elles essayent de se découvrir aussi, de voir qu'est-ce qui peut leur correspondre et leur faire du bien. Et puis après, voilà, tout un tas d'ateliers pour mieux se connaître, parce qu'avant de savoir ce qu'on va faire, il faut d'abord savoir qui on est, quoi. Et souvent, c'est qu'on est allé un peu contre qui on était quand on est allé dans un burn-out, en fait. Ouais, clairement. Et tu parlais, pardon, de sensibiliser dans les entreprises, mais pas que, j'imagine, non? Alors pour le coup, je pense à ça, mais aussi parce qu'en préparant l'interview, j'ai vu que vous étiez au Salon des entrepreneurs bienveillantes. Et donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi. Et je ne sais pas quel est le pourcentage, mais un entrepreneur, là, pour le coup, tu n'as personne au-dessus de toi ou tu n'as personne autour forcément. Et puis, tendance à dire, moi, de temps en temps, on me pose des questions, mais tu dois bosser le week-end, le soir et tout. Alors pour le coup, je le fais pas. Mais quand tu es entrepreneur, tu te mets une pression parfois supplémentaire, ou enfin, je sais pas, ou pas, hein, mais il y a aussi sensibiliser des personnes solo, quoi. Ouais, alors complètement. Donc, on fait en entreprise et puis pour le grand public. Donc, tu vois, on est allé au salon des bienveillantes, au salon professionnel. On essaye d'aller dans des lieux où justement, typiquement, où il y a des entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, malgré tout, même s'il n'y a pas une organisation du travail comme on pourrait connaître dans une grande entreprise ou une moyenne entreprise, c'est eux qui doivent se fixer leurs propres limites. Et donc, il faut quand même qu'ils aient des notions de base sur quels sont les signaux à observer, qu'est-ce qu'on met en place et tout ça. Donc, vraiment, toujours sur de la prévention. Et comme on est une association, on peut se permettre du coup d'aller sur des structures qui sont plus petites, qui n'ont pas les moyens de faire de la sensibilisation. Et tout. Donc voilà, donc en effet, c'est des publics souvent... les entreprises qui nous contactent, c'est souvent des entreprises qui sont structurées pour pouvoir accueillir ce type de sensibilisation, mais l'enjeu, c'est aussi d'aller sur des petites structures ou sur des indépendants. Ouais. J'ai vu aussi, c'était sur le site, qu'il y avait plus de 3 millions de Français qui étaient exposés à un risque élevé de burn-out. C'est énorme. Ouais, alors ça, c'est des données qui datent un tout petit peu. Okay. Parce que Moi, ça doit pas être mieux qu'avant. Non, non. entre la période Covid et tout ce qui nous arrive. Non, c'est pire. Alors là, c'était l'exposition, le risque d'exposition. Mais l'année dernière, en effet, il y a eu une forte augmentation du nombre de burn-out. Donc, on était entre 2 et 2,5 millions de personnes en burn-out, donc pas exposées. Ah oui. Donc voilà, c'était... en effet, c'est énorme. Hein. C'est énorme et on ne se rend pas compte donc le drame humain que c'est déjà. Les difficultés pour les entreprises aussi, parce que pour les entreprises, au final, c'est contre-productif d'avoir des personnes en burn-out. Donc, d'où l'idée de faire de la prévention. Et le coût économique, parce que pour l'instant, c'est principalement la branche générale de la Sécu qui prend ça en charge. Mais c'est des personnes qui sont en arrêt sur le long terme. Qui vont être extrêmement compliqués à revenir sur le marché du travail, qui vont bien souvent être obligés de se reconvertir. Donc, c'est un coût énorme. Et puis, c'est des personnes qui sont du coup aussi beaucoup médicalisées parce que ça crée tout un tas de problématiques physiques et psychologiques aussi. Clairement. Donc, pourquoi c'est encore un sujet tabou, si c'en est toujours un? Alors, paradoxalement, on en parle de plus en plus. Et pourtant, c'est toujours encore si mal vécu par les personnes. Parce que, comme je te le disais, ça touche à le fait de ne pas tenir la route, d'être faible, tu vois, de ne pas être performant partout. Et puis en plus, tu vois, on est dans des sociétés où il faut toujours se montrer sur son meilleur regard. Ça se dit cette expression? Non, je passe sur son meilleur jour, ouais, c'est ça. On la valide, je valide tout. Sous son meilleur jour, et on n'est pas habitué à se montrer dans des jours plus sombres. Et, c'est un beau lapsus, c'est son meilleur regard en fait. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'était joli. Et donc voilà, donc souvent on vit dans l'isolement le temps qu'on aille mieux et qu'on aille se remontrer encore sous son meilleur jour. Tu vois, c'est de toute façon toutes les problématiques de santé mentale, c'est souvent très mal vécu en fait. Il y a beaucoup de stigmatisation. Je me souviens, moi, parfois on fait des ateliers sur ça, les phrases assassines qu'on supporte plus quand on est en burn-out. C'est du type t'es en vacances aux frais de la Sécu, ça va, tu t'en fais pas, tu t'ennuies pas. Le burn-out, c'est à la mode. Enfin bon, tu vois, quand t'es en burn-out, tu peux te dire que ce genre de phrase, c'est juste horrible, quoi.
Et puis voilà, tes collègues, ils t'en veulent parce que toi, tu t'écoutes. Alors que tu te serais cassé une jambe, tout le monde serait ah, vas-y, prends soin de toi et tout, pas de souci. Complètement. Non, C'est là, ça qu'il faut aussi, comme tu dis, c'est les collègues qui t'en veulent parce que tu t'écoutes. Mais oui. Mais c'est ça. exactement, c'est parce que eux ne s'écoutent pas qu'ils t'en veulent. Et en gros, enfin, Ouais. j'exagère, j'extrapole peut-être un peu, mais se dire que comme c'est compliqué de s'écouter et de faire. Enfin, moi, je le dis moi souvent, j'ai fait de la thérapie et donc j'en parle. Et il y a des gens qui sont là, ouais, et tout, mais t'en parles. Bah, j'étais là, bah ouais, en fait, c'est pas un gros mot, c'est pas problématique. Et c'est vrai que parfois, ça peut avoir une réaction inverse avec des personnes qui comme tu le dis là, si c'est des collègues, réagissent mal parce qu'en fait, eux n'arrivent pas à le faire et donc ils t'en veulent alors que c'est juste à eux d'essayer de faire quelque chose, quoi. Ouais, exactement. C'est pas toujours évident, hein, je le sais. Mais... T'as l'impression que c'est contagieux le burn-out en fait. Donc à un moment donné, tu vois, il se rapproche plus trop de toi en fait. Ouais. On avait un témoignage la semaine dernière d'une personne qui était enseignante et elle nous disait moi, il fermait les portes à clé, quoi. Il fermait les portes à clé pour pas que je rentre et pour pas que j'aille les solliciter pour de l'aide ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que, en fait, ça renvoie à leurs propres difficultés, en fait. Clairement. C'est-à-dire que si elle craque, est-ce que moi je vais craquer ? Elle va me faire craquer à force d'être négative. Et puis, il faut savoir quand même qu'à la fin, quelqu'un qui fait un burn-out, c'est pas non plus un collègue super réjouissant. Hein, pas parce la grosse banane tous les matins en arrivant. Il n'a pas la patate. Et puis, il peut être irritable, colérique, faire des erreurs. Son travail peut être répercuté sur vous. Donc, en plus, tu vois, c'est des personnes qui sont isolées. À la fin, ça devient un peu les têtes de Turc. Donc, voilà. Donc, c'est quand elles partent, en fait, souvent, tout le monde est remonté contre elles déjà. Donc, et donc, moi, je me souviens, on me disait, de quoi elle se plaint, elle n'a pas plus de dossiers que les autres. Enfin, en fait, voilà, c'est toujours une comparaison, en fait. Ouais, c'est toujours une comparaison. Mais ça fait le lien avec toute la sobriété à laquelle tout le monde appelle. Enfin, tout le monde. Pas tout le monde, malheureusement. Il y a beaucoup de personnes appellent de plus en plus en ce moment. Et au fait de ralentir, tout va de pair, quoi, très clairement. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, que quelques-unes. Est-ce qu'on a abordé pas mal de sujets ? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou quelque chose qu'on n'a pas abordé et tu te dis ce serait chouette d'en parler ? Alors, c'est juste par rapport aux actions de l'association. Bien sûr, vas-y. Ouais, par rapport aux actions de l'association, on aide donc sur toutes les phases de reconstruction et surtout, on aide à la remobilisation professionnelle. C'est le sujet dont je t'ai parlé tout à l'heure. Carrément. Parce que une personne qui a fait un burn-out, elle a une hyperfatigabilité, souvent des troubles cognitifs, des stress post-traumatiques. Donc bien souvent, on doit l'accompagner pour une reconversion, tout en faisant attention à ce que cette reconversion ne soit pas en réaction à ce qu'elles ont vécu, mais vraiment une orientation professionnelle choisie. Donc on les accompagne en fait dans tout un programme de remobilisation professionnelle qui s'appelle Burnout is Back, qu'on va recommencer là. Et donc, c'est à la fois des ateliers pour mieux se connaître, mieux savoir faire un état des lieux post-burnout, qui je suis aujourd'hui après mon burnout, et qu'est-ce que je serais capable de faire, et qu'est-ce que je veux pour le restant de ma vie perso et professionnelle, quoi. C'est un peu souvent un nouveau départ aussi, un burnout, et l'occasion de se réaligner et de mener la vie qu'on a envie de mener. Donc ça peut être une très belle opportunité si on prend ce temps de reconstruction. Ouais, c'est ce que tu as dit aussi pour le coup. J'ai lu cette phrase sur le site. Avec le recul, mon burn-out était la meilleure chose qu'il puisse m'arriver. C'est ce message que je veux faire passer. Ouais. Je le redirai encore aujourd'hui, donc ça va, c'est pas passé. C'est fort quand même. Ouais, c'est fort, mais en même temps, ça a été vraiment un événement extrêmement marquant de ma vie. Il y a eu vraiment un avant, un après où j'ai découvert qui j'étais. Je crois que je me suis posé la question de qui j'étais à 35 ans, quoi. Il était temps, hein, tu vois. Après, il y en a qui le font jamais aussi. Donc, Il y en a qui le font jamais. Il y en a qui le font jamais. Mais en fait, j'étais incapable de savoir ce que j'aimais, tu vois. Si je dépendais tellement des autres. Moi, je savais même pas ce qui me faisait plaisir, en fait. Je savais pas quelle personnalité j'avais parce que j'étais tout le temps en train de m'adapter à ce qu'on attendait de moi. Je savais pas si je me retrouvais toute seule un week-end, j'étais mais qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait, tu vois, et donc en fait c'est tout un apprentissage de savoir quitter et une fois que tu sais qui tu es, quelles sont mes priorités de vie. En fait ma famille elle avait une grosse part là-dedans.
j'avais envie de voir mes enfants grandir, j'avais envie de voir mon mari, et ça, j'avais pas du tout de place pour ça. J'avais plus du tout de place. Et ça me convenait pas du tout. Donc voilà, ça a été des équilibres de vie, des choix aussi de travailler moins pour gagner moins. Et ça, je l'assume et j'en suis très heureuse. Et de travailler autrement aussi. Parce que tu vois, aujourd'hui, on a 5 salariés, bientôt plus. Je manage pas du tout de la même façon que quand j'étais dans le notariat. On arrive quand on veut, enfin, on a 8 semaines de vacances, on se met pas la pression, on valorise l'erreur, tu vois, on se marre. Enfin, le domaine professionnel est trop sérieux, tu vois, donc on donne une légèreté. Enfin, voilà, essayer de redéfinir c'est quoi, moi, mes règles de travail qui me conviennent, en fait, pour que je me sente équilibrée et que j'ai la patate de venir tous les jours au travail, quoi. Ouais. C'est un peu ça. C'est cool, c'est plutôt pas mal. Ouais. De quoi tu es la plus fière? D'avoir fait quelque chose par moi-même, en fait. Tu vois. Je suis assez fière de voir où on en est arrivé. C'est pas que moi, hein, je suis fière de la bataille collective qu'on a menée, en fait. Avec toute l'énergie collective qu'il y a, parce que surtout quand tu as fait un burn-out, tu vois, on peut pas dire que tu puisses compter que sur tes petites épaules, mais à beaucoup, en fait, on va plus loin. Et c'est vraiment cette force du collectif. Et je suis fière de ce collectif, en fait. De ce collectif qui franchit des murs, quoi. Ouais, c'est beau. Et qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Ce qui m'anime au quotidien, en fait, par rapport à avant, je suis beaucoup plus dans l'instant présent. Tu vois, toutes mes journées, en fait, je profite de mes journées, en fait. Ce qui m'anime au quotidien, c'est aussi voir toute l'énergie qu'il y a dans cette association, voir toutes les personnes qui sont vraiment de belles personnes. Je suis très contente de l'équipe qu'on mène, qu'on a. Et voilà, c'est un vrai plaisir en tout cas de les voir. Et c'est surtout, je suis contente aussi de cet équilibre où je sens que je suis à ma place partout en tant que mère, en tant que travailleuse. Ouais, c'est vraiment cet équilibre en tout cas qui m'anime, de savoir que je ne suis pas une personne au travail, mais que je suis multifacette. Et justement, dans ce travail, c'est ça qui me manquait avant, c'est que moi j'ai été toujours très polyvalente, j'ai toujours eu du mal à me spécialiser. Et là, aujourd'hui, j'ai pas une seule journée qui se ressemble et j'ai l'impression de créer des choses tous les jours, même si c'est pas du créatif, quoi, que je dessine, tu vois. Mais voilà, ça c'est vraiment un moteur pour moi, d'aimer ce que je fais. Yes. Et enfin, quel conseil t'aurais on est sur les dernières questions, là, comme tu peux le voir, qui arrivent comme ça. J'allais dire blanc de blanc, mais ça, c'est brut de blanc. Je sais plus comment on dit, bref. Blanc de blanc, on est sur autre chose. Non, mais pas en encore l'heure de expression, l'apéro, c'est pas mon pourtant. domaine. Je vais pas t'aider. Et donc, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui ont parfois cette petite voix qui leur dit d'oser. Parfois, on a une voix qui dit, allez, vas-y, lance-toi, teste, essaye, et en fait, on n'y va pas trop. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Lâchez-vous, hein. Lâchez-vous. Franchement, la vie, elle peut être tellement belle, en fait. Quand je vois d'où je viens, je me dis, il y a des lendemains qui peuvent être vraiment chouettes. Alors, bien sûr, hein, on n'est pas obligé de réussir son burn-out, hein, non plus. Il ne faut pas qu'il y ait une injonction à réussir son burn-out, à être super heureux. Il y a aussi cette pression qu'on se met de « faut absolument que je trouve le job de mes rêves ». Non, en fait, il faut trouver un équilibre qui te va. Peut-être que ça sera un boulot alimentaire, mais qu'à côté de ça, tu fais autre chose. Mais en tout cas, pas rester enfermé à ruminer dans un truc qui nous plaît pas, quoi. La vie, elle est tellement courte. Et puis, en plus, si c'est pas toi qui le fais, ton corps, il va le faire pour toi. Donc, il y a un moment donné, aide-toi toi-même mais pas hésiter à être accompagné pour toute étape de transition de sa vie. Complètement. Comment on fait pour justement, si on a besoin d'être accompagné, on vient toquer à la porte, comment ça se passe? On appelle, il y a un numéro, on va sur le site. Alors, pour avoir une écoute et donc rentrer dans le dispositif, c'est écoute@lesburn-aid.com. Ouais.
Et, tous les lundis, la Maison des Burnettes est ouverte donc à Bordeaux Centre, 3 rue Poitevin. Tous les lundis, c'est ouvert. Il y a des écoutantes qui vous reçoivent. Et ensuite, sur le site lesburn-aide.com, vous avez la newsletter avec toutes les animations du mois où vous pouvez vous inscrire. Et bien sûr, d'abord, rentrer dans la communauté des Burnettes qui est sur Facebook. C'est une communauté d'entraide donc privée où vous avez plein de personnes qui connaissent les mêmes problématiques que vous, qui sont super bienveillantes. Et ça vous permettra de vous sentir peut-être moins seul dans cette épreuve. Anne-Sophie, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton témoignage. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Quelle puissance ce témoignage d'Anne-Sophie. Je suis admiratif de la façon dont elle a pu rebondir, du chemin parcouru. Je suis aussi atterré du manque de prise en charge et d'empathie qu'elle a vécu et que beaucoup subissent encore. Mais après le tunnel, plus ou moins long à traverser, il y a souvent une belle lumière qui nous attend. Si cet épisode vous a plu et si vous estimez qu'il peut être utile à quelqu'un, alors je vous invite encore plus à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute préférée. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon. D'ici là, prenez soin de vous et profitez de la vie. À très vite.